Nous sommes devant l'incinérateur de Bruxelles, symbole emblématique d'une société de production et de pollution dont les effets sont chaque jour plus dramatiques. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec Gauthier Chapelle. Gauthier Chapelle est ingénieur agronome, biologiste et auteur d'un grand nombre de livres, dont notamment Le vivant comme modèle ou L'entraide. Son dernier livre, co-écrit avec Raphaël Stevens et Pablo Servigne, s'intitule Une autre fin du monde est possible et trace des pistes pour vivre et survivre à l'effondrement qui s'annonce. Je vous propose de m'accompagner à une rencontre avec Gauthier Chapelle. Gauthier Chapelle, vous êtes l'auteur de nombreux livres tout à fait passionnants. Je vais commencer par, ce n'est pas le dernier, mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement pertinent. Il s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Vous l'avez coécrit avec Pablo Servigne. Et je ne résiste pas à commencer par lire un petit extrait. Le principal obstacle à l'assimilation de tous les travaux est la puissance de deux mythes fondateurs de notre imaginaire collectif, la croyance que la nature, dont la nature humaine, est fondamentalement compétitive et égoïste, et par conséquent, la croyance que nous devons nous extraire de celle-ci pour empêcher tout retour à la barbarie. Le partenariat, la solidarité, la fraternité, l'entraide, c'est une loi en fait fondamentale de la biologie, du genre humain? Oui, tout à fait. Il y a deux aspects. Je vais commencer par celle où je suis le plus à l'aise en tant que biologiste, qui est la part de toutes les autres espèces. Alors c'est vrai qu'on nous a beaucoup chanté que la loi de la jungle, et la loi de la jungle, c'est une expression que nous connaissons tous, mais qui nous fait d'abord penser à la prédation et à la compétition, pour y coller un peu des mots-clés. Et effectivement, cette loi existe, et c'est sûr que dans le vivant, il y a de la prédation et de la compétition un petit peu à tous les étages, mais ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que la collaboration, la symbiose, le mutualisme sont tout aussi présents, et qu'on peut même discuter quel est l'apport de l'un ou de l'autre par rapport justement aux transformations, aux innovations, etc. Alors, ce sur quoi on a voulu insister dans ce livre, c'est que cette collaboration, elle est présente effectivement à tous les étages du vivant. C'est quelque chose d'assez récent en biologie. Quand je dis d'assez récent, c'est avec les temps qu'il faut toujours entre le moment où les scientifiques décrivent quelque chose jusqu'à ce que ça se retrouve dans un livre grand public. Il faut généralement presque des décades avant que cette culture la change. Voilà, ça a démarré avec les premières symbioses qui ont été décrites il y a déjà bien plus d'un siècle, mais où il a fallu bagarrer pour les décrire, puisqu'au début, elles n'étaient pas reconnues en tant que telles. Historiquement, c'est notamment les coraux et les lichens qui sont les deux symbioses décrites en premier. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pas juste quelques anecdotes comme ça par-ci par-là. D'abord, même les coraux et les lichens sont extrêmement répandus. Et par exemple, la symbiose corallienne, qui est un organisme de la famille des méduses qui s'entoure de sa coquille calcaire et qui fonctionne en symbiose avec une algue unicellulaire, on sait l'importance des récifs coralliens, de ce que ça crée comme habitat et comme possibilité pour littéralement des millions d'espèces. Donc c'est déjà pas une petite histoire. Mais en plus, là, on se rend compte maintenant, tout au long des décades écoulées depuis lors, que les symbioses sont partout et que par exemple, en tant que tous les êtres multicellulaires, c'est-à-dire quand même tous les animaux, toutes les plantes, tous les champignons, nous y compris, oui. En tant qu'animaux, nous sommes toujours en symbiose au minimum avec des bactéries. Il n'y a personne dans les multicellulaires qui ne soit pas en symbiose avec des bactéries. Et ça c'est une petite partie. Donc avec des bactéries entre guillemets extérieures, celles qui sont à l'intérieur de notre système digestif sont en fait des bactéries extérieures. Elles ne sont pas dans nos cellules, elles sont dans notre système digestif. Donc c'est un bon exemple dont on parle de plus en plus. Et puis par ailleurs, plus fondamentalement, et ça montre justement le rôle aussi
le lien qu'il y a entre collaboration et innovation, c'est qu'au sein de chacune de nos cellules, des cellules de tous les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes qui ont des cellules à noyau, avec le matériel génétique, au sein de chacune de ces cellules, il y a ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont les sous-cellules, on va le dire comme ça pour faire simple, qui assurent la fonction de la respiration, dont on a longtemps cru que c'était produit par la cellule et dont on sait maintenant que c'est une vieille symbiose bactérienne, mais cette fois une symbiose à l'intérieur de nos cellules, ce qu'on appelle une endosymbiose, qui est une ancienne relation de prédation. Ces petites bactéries qui savaient respirer étaient des redoutables prédatrices, et un jour une grande bactérie qui se faisait attaquer par ces petites bactéries a réussi à passer un accord pour les maintenir en vie à l'intérieur sans se faire elles-mêmes détruire, pour qu'ils se fournissent des services dans les deux sens. Voilà, ça c'est l'essence d'une collaboration. Et ça a permis même la multicellularité. C'est ce qui a permis la multicellularité à cause de l'efficacité de ce métabolisme. Et ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est le partenariat, la symbiose, intra-espèces, inter-espèces. Donc je trouvais ça, vous donnez des tas d'exemples, je trouve qu'ils sont très, très parlants. Voilà, tout à fait. Donc des symbioses entre espèces, alors là, il y en a littéralement des milliers d'exemples. Oui. Et si on se tourne effectivement à l'intérieur d'une espèce, alors on ne parle plus de symbiose, mais on parle vraiment de collaboration ou de socialité. Et il y a des grands exemples qu'on connaît, que sont par exemple les insectes sociaux, et qui ont montré effectivement leur efficacité, même si, encore une fois, les deux tendances coexistent. On a toujours de la prédation et de la compétition et de la collaboration et de la socialité d'un côté. Donc on a des insectes qui vivent en solitaire et on a des insectes qui vivent en société. Mais on peut quand même voir, par exemple, que les fourmis sont pratiquement partout à la surface des écosystèmes terrestres, avec une efficacité redoutable quand même si d'autres espèces non sociales cohabitent avec elles. Et donc voilà, on voit que tout au long de l'histoire du vivant, on a tout le temps cette cohabitation entre les deux, et que la fameuse loi du plus fort, si elle continue d'être juste pour certaines espèces, en fait, Darwin lui-même n'a pas parlé tant de la loi du plus fort que de la survie du plus apte. Oui. Et le plus apte, ça peut être d'être le plus fort, mais ça peut être d'être aussi celui qui collabore le mieux. Et dans les deux cas, c'est une façon de survivre face à l'adversité, que l'adversité soit les autres espèces ou que l'adversité soit les conditions du milieu. Et donc cette idée très répandue, notamment en économie, là je passe des sciences exactes aux sciences sociales, comme quoi c'est la compétitivité, c'est la concurrence qui fait avancer l'économie, le bien-être, etc., en fait est démentie par toute l'histoire du vivant. Démenti, c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas, elle est très fortement nuancée. C'est-à-dire que même dans le vivant, on voit aussi que la compétition, par exemple, conduit à de l'innovation. Mais l'innovation auquel conduit la compétition dans le vivant, c'est justement pour sortir de la compétition. Parce que la compétition est un sport dangereux. C'est un sport où on doit toujours investir une énergie supplémentaire. Donc d'ailleurs, on pourra en reparler, ça a un lien direct avec les pénuries. Donc en fait, moins les ressources sont abondantes, plus c'est un sport dangereux. Donc on essaye de ne pas y rester. Donc en cela, la compétition reste un moteur d'innovation, mais par contre, pour en sortir et pour aller se mettre le plus vite possible dans des situations de collaboration, que ce soit intra-espèce ou interespèce. Votre dernier livre, coécrit avec Raphaël Stevens et Pablo Servigne, qui s'intitule « Une autre fin du monde est possible », donne des pistes existentielle, spirituelle, face au risque d'effondrement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quel est le cheminement de votre pensée face à la catastrophe annoncée? Oui, tout à fait. Disons que c'est effectivement le fruit d'un cheminement, dans le sens où on est tous les trois d'abord issus d'une culture, je vais mettre un mot facile de nouveau, du développement durable, c'est-à-dire que voilà, on fait partie de cette génération qui a vu venir les contraintes écologiques que d'autres avaient vu venir d'ailleurs bien avant nous. Hein. On est dans la prolongation d'autres. Je dirais qu'on y a cru de façon classique, c'est-à-dire d'essayer de modifier nos modes de vie à la marge et puis de façon peut-être un petit peu plus forte pour essayer de rendre notre société thermo-industrielle, je vais d'abord la nommer comme ça, pour la rendre compatible avec le vivant. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que finalement,
finalement, rien ne se passait d'un point de vue quantitatif, un constat qu'on partage avec bien d'autres personnes. Et à un moment donné, avant ce livre-ci, Pablo et Raphaël ont écrit un autre livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, et qui fait le constat que quand on regarde ensemble, de nouveau pour le dire de façon simple, les grandes tendances d'évolution à la fois du climat, de la biodiversité, des ressources non renouvelables, et puis de toute une série de facteurs humains qui en découlent en termes de pression sur les écosystèmes, de pollution, de production de poison, de consommation d'énergie fossile, etc., etc., on en arrive à un faisceau de courbes qui s'influencent l'une l'autre, qui sont toujours en train d'accélérer. Donc, malgré tout le discours écologique, on ne décélère toujours en rien. Vous ne croyez pas à la transition écologique? Ben, on n'y croit plus. On y a cru et on s'y est même beaucoup investi, notamment à travers le biomimétisme, on en reparlera peut-être. Mais on n'y croit plus parce qu'on voit que ça ne bouge pas. Le bon exemple, c'est le climat. On en est à la COP 24. Ça fait quand même 24 réunions internationales. Alors que souvent, on se réfère à l'exemple de l'ozone, qui a effectivement été réglé quasiment en 3 conférences internationales. Et pof, on a pris les mesures dont l'inertie permet maintenant à la couche d'ozone d'être en train de se reconstituer, en sachant qu'il a quand même fallu 20 ans une fois que les décisions ont été prises. Mais pour le climat, par contre, là, on doit remettre tout notre système en question, parce que l'agression du climat, c'est les combustibles fossiles, tout le monde le sait, et les combustibles fossiles sont complètement à la base de tout notre fonctionnement civilisationnel, et ça, c'est beaucoup plus difficile à remettre en question, y compris pour nous. Je veux dire, ici, dans cette salle, on est entouré de technologies et d'objets qui sont issus en droite ligne d'une utilisation du pétrole ou du charbon, pour nommer les deux principaux. Et donc, non, effectivement, on n'y croit plus. Donc, on dit, on va vers un effondrement. Ceci dit, quand nous, on parle d'effondrement, nous sommes, avec notre culture de biologiste, on ne parle pas d'apocalypse, on parle d'effondrement. Un effondrement, ça veut dire qu'à un moment donné, un système perd de ce qu'il lui faut pour fonctionner, s'écroule et laisse la place à autre chose. Et donc, quelque chose d'autre va naître derrière. Et nous disons que maintenant, de plus en plus, on travaille à des solutions, non pas pour éviter cet effondrement, parce qu'on croit qu'il est maintenant inévitable, mais quand on parle d'effondrement, nous, on est même d'une certaine façon presque content qu'il arrive, parce que le système qui perdure pour l'instant, il est extrêmement destructeur. Donc à la limite qu'il tombe seulement. En sachant par contre, et c'est là qu'arrive, je dirais, la question psychologique et spirituelle, c'est que quand cet effondrement aura lieu, il aura aussi des effets extrêmement négatifs. Voilà, il y aura des aspects positifs, là, il y a de la pollution qui va s'arrêter, mais il y aura des aspects négatifs en particulier aussi. Pour les populations les plus pauvres. En particulier pour les populations les plus pauvres, et nous disons d'ailleurs avec d'autres que cet effondrement a déjà commencé probablement dans certains pays. Et quand on voit par exemple les flux de migrants d'où ils sont venus ces dernières années, ils sont venus en particulier de pays qui se sont effectivement effondrés, que ce soit, je sais pas moi, la Syrie, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan, etc. Mais en même temps, ce dont il faut se rendre compte, et ça c'est ce qui relie aussi le bouquin de l'entraide à celui-ci, c'est que le flux de migrants qui nous parvient pour l'instant n'est que le tout début d'un flux qui va prendre une ampleur qui est totalement annoncée. Là, nous, on va chercher les sources, on n'est pas des spécialistes, mais c'est annoncé par tous les organismes des Nations Unies. On est parti pour des centaines de millions de migrants, et donc la façon dont on prend la question pour l'instant nous paraît mais complètement dérisoire et absurde par rapport à ce qui va nous arriver. Et pour en revenir encore à la partie spirituelle, ça veut dire que nous, pour l'instant, on travaille à des solutions qui nous permettent non seulement de voir arriver l'effondrement, de traverser l'effondrement et de préparer la suite. Est-ce que c'est un nouveau récit du monde ? Vous parlez beaucoup de la construction d'une nouvelle spiritualité, d'un nouveau cheminement, au fond d'un nouveau mythe d'une certaine manière, puisque l'homme se nourrit depuis toujours pour se structurer collectivement de mythes. Ben, je dirais que oui, il y a des parts de nouveaux récits, mais en même temps, moi j'ai l'impression surtout c'est comme si on composait un nouveau récit à partir de tas d'autres récits déjà transdisciplinaires. C'est ça, déjà existants, dont certains sont extrêmement anciens, parce qu'on s'appuie entre autres aussi sur des visions du monde qui sont des visions du monde, je dirais que l'humanité a partagé
dans son ensemble pratiquement jusqu'à la naissance des premières civilisations agraires. L'animisme, le totémisme. Oui, par exemple. Donc on s'y intéresse, si on s'y rattache, on va y chercher ce qui nous parle. Mais il y a d'autres traditions qui peuvent être derrière, puisqu'on se réfère beaucoup au travail qui relie, à la pratique du travail qui relie, qui a quand même été lancé par quelqu'un qui est bouddhiste, qui est une bouddhiste tibétaine. Par ailleurs, il y a aussi les nouvelles sciences nous inspirent beaucoup, parce qu'en sciences même, on est en train de faire des découvertes absolument incroyables, par exemple sur la conscience et l'intelligence des végétaux, des mots qui étaient imprononçables dans la communauté scientifique il y a encore moins d'une dizaine d'années, et où les travaux sont en train d'exploser. Et quand je vois la vitesse à laquelle ils vont, je pense qu'on ne se fait pas... Je pense qu'on a du mal à imaginer jusqu'où ça pourrait aller. Donc voilà, donc quand on met tout ça ensemble, quand on met aussi, je dirais, d'autres approches scientifiques encore qui permettent de sortir de cette idée que les autres espèces ne seraient que des objets, et en plus des objets à notre disposition sur lesquels nous aurions droit de vie ou de mort pour en plus, en gros, en faire pas grand-chose et produire des déchets à la sortie. Voilà, nous on se tourne de plus en plus vers d'autres philosophies, et on les expérimente aussi, notamment à travers des ateliers qu'on propose déjà depuis une dizaine d'années, d'essayer d'aller dans l'expérimentation d'une rencontre de sujet à sujet quand on se tourne vers le reste du vivant. Et je ne dis pas la nature, d'ailleurs je fais exprès de dire le vivant, la nature étant un mot spécifique à notre culture, on est une des rares cultures qui a un mot pour nature, et ce mot nature en fait sépare les autres êtres vivants. Vous parlez beaucoup de Philippe Descola. Voilà, on s'est beaucoup inspiré de lui pour montrer ça. Et alors, il y a deux notions aussi importantes qui composent peut-être ce nouveau récit, qui sont d'une part l'écopsychologie. L'écopsychologie étant une psychologie, encore une fois, qui simplement se réinsère dans l'ensemble du vivant. Donc c'est une psychologie qui tient compte du fait qu'on n'est pas seulement interdépendant entre humains, on est aussi interdépendant des autres espèces, et ça influe sur notre psyché. Et une deuxième notion assez proche et très liée, qui est l'écoféminisme. L'écoféminisme, partant de cette idée, ça a une trentaine d'années, peut-être déjà même une quarantaine d'années, les premiers grands textes écoféministes dans la communauté anglo-saxonne datent déjà certainement d'une quarantaine d'années. Et leur idée de base, c'est de dire que la relation tordue qu'on a eue à la femme et au féminin depuis à peu près 8000 ans, depuis de nouveau l'invention des sociétés hiérarchiques pyramidales patriarcales, c'est le même que le rapport à la nature. Donc le traitement très réducteur et très arrogant finalement, et très supérieur de l'homme, cette fois-ci homme sexué, par rapport à la femme ou par rapport à la nature, au vivant, est à mettre c'est passé de la même façon, et que donc en remettant en question l'un, il faut remettre en question l'autre. Dans les deux sens. Moi, je pense qu'on ne va pas réussir à réinstaurer une relation équilibrée avec le vivant tant qu'en même temps, on ne fait pas le travail de réinstaurer une relation équilibrée avec les femmes et avec le féminin. Avec le féminin dans le sens où chaque humain a son pôle masculin, son pôle féminin, et un gradient entre les deux. Et souvent, les valeurs féminines, dites féminines, ça se discute, c'est une question très touchy d'ailleurs, mais en tout cas, ce que nous, on attribue, je vais prendre juste un exemple qui pour nous est important, qui est l'exemple du prendre soin. Le prendre soin, c'est typiquement une valeur qu'on attribue au féminin, et dans lequel nous, on se retrouve en tout cas, et le prendre soin passe toujours en arrière dans nos sociétés. C'est d'abord l'action pour la performance, et le prendre soin vient après, souvent d'ailleurs pour réparer les dégâts de l'action performance. Vous avez l'impression d'être petit à petit entendu, parce que c'est un récit, une analyse à la fois complexe, mais relativement marginale et minoritaire encore aujourd'hui, par rapport encore aux grandes envolées du progrès, des lumières, de la croissance, du développement, des solutions technophiles. Vous avez cette impression qu'il y a une évolution dans la prise de conscience des citoyens ? Oui, moi j'ai l'impression, alors que souvent je suis un petit peu impatient quant à cette prise de conscience. Et là, on va juste parler de prise de conscience. Est-ce que ça se traduit dans l'action après ? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, dans la prise de conscience, moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution récente, très rapide, et beaucoup plus rapide que ce que nous, on avait vu venir, même nous.
voilà, Comment tout peut s'effondrer, qui est sorti en 2015, qui à l'époque avait déjà fait un certain succès, mais un succès à l'échelle d'un essai relativement considéré comme catastrophiste, donc tout est relatif, a connu une espèce de reprise incroyable cet été, l'été passé, l'été 2018, avant même que ne sorte Une autre fin du monde est possible, qui en a encore rajouté une couche. Je pense à cause de la canicule, à cause de la démission de Nicolas Hulot, qui dans le monde francophone a quand même eu un fameux impact. Et puis il y a eu d'autres sorties comme ça. Il y a eu plusieurs grosses sorties avec des sorties de pétitions. Il y a eu notamment cet appel lancé par l'astrophysicien Aurélien Barraud sur une intervention orale aussi extrêmement forte qui a fait un tabac dans les réseaux sociaux. Et on a vu derrière à quel point il y a maintenant une demande sur la question de l'effondrement, et une demande qui est d'abord une demande citoyenne, c'est toujours par là que ça démarre. On l'a vu même à travers, je dirais, la manifestation du climat est un autre signe, que je ne colle pas nécessairement à l'effondrement d'ailleurs, mais que maintenant les gens sont vraiment en train d'en faire autre chose. Pour moi, il y a un autre signe extrêmement fort, c'est ce qui se passe au niveau des jeunes, vraiment des jeunes. Donc là, on ne parle plus des étudiants, on parle des élèves. On a entendu parler de cette fameuse élève suédoise de 15 ans là, qui fait la grève devant le Parlement suédois en attendant qu'ils adoptent vraiment la COP21. Mais ça a été un mouvement de masse en Australie il y a quelques mois. C'est en train de naître ici, en Belgique, j'entends, en Belgique. Moi, je dis toujours la bonne nouvelle, c'est que des manifestations d'étudiants, d'élèves pour le coup, ça ne se disperse pas comme on le fait en France dans les ZAD aux grenades et aux lacrymogènes et aux autopompes, il va falloir faire autre chose. Mais ça montre aussi le discours a changé. Pour moi, on l'a vu aux élections aussi, très clairement. Moi, j'ai été frappé notamment par une de ces cartes blanches d'un jeune de 18 ans, un primo-votant qui a dit tous les partis parlent de ça depuis 20 ans, mais on a l'impression qu'ils font rien. Et là, je trouve que là, il y a vraiment un signal assez fort, comme l'a fait d'ailleurs cette jeune Suédoise qui a dit à la conférence, à la COP24, elle a dit « Je ne viens rien vous demander, je viens vous prévenir que nous, on va bouger. De toute façon, on vous demande depuis 20 ans, du côté politique, il ne se passe rien. Donc nous, maintenant, on va mettre en route nos propres actions. » Et ça, je trouve que ça, c'est quand même un signal qui est nouveau et qui a l'air de se propager très vite. Au-delà de tous les cheminements spirituels et intellectuels et scientifiques que vous décrivez, est-ce qu'il y a là peut-être une chance, ou bien est-ce que c'est encore trop minoritaire? Est-ce que la force d'inertie, je dirais, du capitalisme, d'une certaine manière, ne le permettra pas? Moi, je ne pense pas que ça nous protège de l'effondrement. Et encore une fois, je ne le souhaite même pas, parce que le système capitaliste et le système thermo-industriel doit s'arrêter pour le bien de tous, pour le bien de la planète, mais pour le bien de tous. Donc non, je ne crois pas. Est-ce que ça me rend plus optimiste sur un aspect? Oui, quand même. C'est que ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience des limites de la chose. Et ça veut dire aussi que dans ce public-là, quand on pousse le bouchon un peu plus loin et qu'on vient notamment avec les explications sur le fait que le climat est influencé par les émissions d'il y a 40 ans. Donc même si tous les Européens s'arrêtaient du jour au lendemain d'émettre, ce qui n'est pas près d'arriver, ça ne change. Il y a une inertie climatique énorme qui fait que de toute façon, on va se ramasser les effets du changement climatique. Et je ne parle même pas du milliard de Chinois et du milliard d'Indiens qu'on serait bien normal de condamner pour leur souhait d'arriver, ne fût-ce qu'au même niveau de consommation de biens, de consommation matérielle, d'abondance matérielle que celui dont on jouit en Europe. Donc moi, je pense que ça ne va pas du tout nous protéger d'un effondrement. Mais par contre, je pense que les gens, ils seront plus préparés. Et ça, pour nous maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Quand on écrit ces deux bouquins en particulier, L'Entraide et Une autre fin du monde est possible, nous, on les a écrits surtout pour que les gens s'y préparent et qu'il y ait un maximum de monde qui ne tombe pas des nues au moment où les premières grosses crises finissent par nous tomber dessus. Et première grosse crise, je pense à une pénurie d'électricité qui ne dure pas 3 jours, mais qui dure 3 mois, ou un arrêt des combustibles fossiles, ou une crise financière qui, cette fois, va au bout. On sait qu'on n'a plus beaucoup de réserves après celle de 2008. Tous les scénarios sont possibles. Et vous expliquez bien, d'ailleurs, les structures qui sont très parallèles entre les fake news, entre la crise financière, entre le système des bactéries dans notre estomac, toutes ces sciences de la complexité, je trouve qu'ils sont très parlantes.
Oui, oui, et c'est Sciences de la complexité qui nous montre à la fois que voilà, qu'il y a des effets de seuil, donc un système ne va pas juste faire une évolution graduelle gentiment, et puis nous, si on arrête d'émettre, ouf, on va redescendre doucement. Non, il y a des effets de seuil à tous les niveaux dont on vient de parler, économique, climatique, biodiversité. La biodiversité, il y a des effets de seuil. La biodiversité, c'est une grande toile, on est en train de couper des fils dans tous les sens, et à un moment donné, on va en couper, entre guillemets, un de trop, et la toile va s'effondrer. Et personne ne peut dire, ça c'est de la complexité, quand ça va se passer, où ça va se passer et pourquoi ça va se passer. Donc là, on est bien, encore une fois, à la fois soutenu par les sciences de la complexité pour savoir qu'il va se passer des choses, et en même temps, elles sont là pour nous dire que faire des prévisions solides, c'est pratiquement impossible. Gauthier Chapelle, une dernière question sur un livre un peu plus ancien, mais qui m'a à l'époque déjà passionné. La voie du biomimétisme, le vivant, c'est un modèle pour notre futur ? Ben oui, clairement, parce que le vivant, voilà, le vivant est apparu sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, ça fait quand même un paquet de temps. Nous, on est apparu il y a 300 000 ans, le rapport n'est pas exactement le même. En plus, dans notre société, même les 300 000 ans, la plupart des 300 000 ans, on n'en a rien à faire, on estime qu'il n'y a rien à aller y chercher et qu'il faut juste s'appuyer. Voilà, c'est la préhistoire, il faut juste s'appuyer sur déjà les siècles depuis, on va dire, la Renaissance qu'il y avait avant, déjà, c'est plus ou moins intéressant, mais pas trop. Voilà, nous, avec cette idée du biomimétisme, on dit ben non, en fait, on peut aller s'appuyer sur 3,8 milliards d'années d'expérience accumulée à prospérer sur Terre. Et à prospérer sur Terre ensemble à long terme. Et ça, c'est clairement le truc où notre civilisation n'est pas très douée. Prospérer, oui, mais prospérer à long terme, non. Hein, on est très clairement en train de créer toutes les conditions idéales pour que les suivants ne puissent plus prospérer beaucoup. Et donc, oui, le vivant est le modèle parfait. Et voilà, effondrement ou pas, quelle que soit son intensité et son rythme, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va reconstruire derrière devra, moi j'ai envie de dire maintenant, devra s'inspirer des grands principes du vivant qu'on retrouve à travers toutes les espèces et tous les écosystèmes depuis des milliards d'années et qui sont des principes de base que l'on connaît en plus en durabilité, mais juste qu'on fait semblant d'appliquer. Je vais en prendre un dont on parle beaucoup, qui est celui du zéro déchet dans le vivant. Dans le vivant, chaque déchet devient une ressource pour une autre espèce. Donc ça a donné naissance à l'économie circulaire, mais l'économie circulaire telle qu'elle est actuellement, il faut quand même voir que c'est de la vaste... Enfin, moi je l'appelle ça... Il reste beaucoup de déchets, alors que la nature, c'est zéro déchet. La proportion de déchets, on est en train de reculer, mais on ne prend pas ça à bras-le-corps. Moi je dis toujours que le jour où les ingénieurs prendront ça à bras-le-corps, chaque innovation d'un ingénieur, il n'y aura pas de déchet ultime. S'il y a encore un déchet ultime, normalement il faudrait mettre toute l'innovation à la poubelle et reprendre et remonter sur sa planche à dessin. Personne n'exige ça à l'heure actuelle, or si on ne l'exige pas, on continue à aller vers la sortie de route assurée. Alors il y a celui-là, il y a l'utilisation de l'énergie locale, il y a la coopération, il y a le recours à la coopération à la diversité, il y a le recours du coup d'ailleurs au stock. Nous, on est devenu une société en flux tendu, on est la première à faire ça, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Voilà, il y en a encore bien d'autres, il y a l'absence de toxicité qui reste, etc. Bon, voilà, ils sont dans le bouquin. Gauthier Chapelle, un tout grand merci pour cette rencontre. Avec plaisir.